À la une, baccalauréat artistique H1, H2 et H3, les épreuves orales en français ont débuté ce lundi au lycée Sainte-Marie de Cocody et à partir de vendredi, ce sera au tour des épreuves techniques. Les petits moulins existent dans la plupart de nos marchés. Ces espaces où les ménagères et commerçantes vont faire broyer les aliments pour la cuisine. Mais l'hygiène fait défaut dans la plupart de ces lieux. L'athlète sud-africain Oscar Pistorius devrait être fixé ce mercredi sur sa peine de prison. Il risque au moins 15 ans après la requalification d'homicide involontaire à meurtre suite à l'appel du parquet. Premier jour de la semaine, bonjour à tous, bienvenue dans le journal de 13h, vous êtes sur RTI 1. Les candidats au baccalauréat artistique H1, H2 et H3 ont débuté les épreuves orales en français ce lundi au lycée Sainte-Marie de Cocody et ce jusqu'à vendredi. Et ce sera au tour des épreuves techniques, à savoir le dessin, l'espace volume ou art graphique et peinture pour la série H1 et le solfège oral, les pratiques musicales et instrumentales pour la série H2, ainsi que l'expression corporelle, la diction et l'interprétation pour la série H3. Les épreuves écrites débutent le 11 juillet prochain, au même titre que les candidats au baccalauréat de l'enseignement général. Dans l'actualité judiciaire, les débats pour le procès de l'ex-première dame Simone Gbagbo ont été suspendus ce lundi et reportés au lundi 11 juillet prochain. L'accusé n'a pas pu se présenter à l'audience devant la cour d'assises d'Abidjan pour des raisons de santé. Poursuivie pour crimes contre l'humanité et crimes de guerre, l'ex-première dame ivoirienne a déjà été condamnée à 20 ans de prison pour atteinte à la sûreté de l'État. Les commissaires centraux des droits de l'homme se sont réunis pour parler de l'amélioration de l'accès des personnes en situation de handicap à la justice. Ils ont rédigé un plaidoyer en termes de recommandations à l'endroit du gouvernement ivoirien. Honorina Nigori. La Côte d'Ivoire, en ratifiant les instruments de promotion de protection et de défense des droits de l'homme, s'engage à les mettre en œuvre. Au nombre de ces instruments figure la Convention relative aux droits des personnes en situation de handicap. Ce texte recommande, entre autres, de veiller à reconnaître l'égalité devant la loi et de mettre en place des lois et des mesures administratives garantissant la protection contre l'exploitation, la violence, le mauvais traitement et l'accès à une justice équitable des handicapés. C'est dans ce cadre que la Commission nationale des droits de l'homme de Côte d'Ivoire, en partenariat avec le programme pour le renforcement du système judiciaire, a organisé un séminaire à Grand-Bassam. Cette formation des commissaires centraux des droits de l'homme leur a permis de cerner la notion du handicap, et ce, afin de mieux défendre et protéger leurs droits. Il a donc été recommandé des actions en direction du gouvernement, mais aussi surtout des actions en direction du grand public, pour que chacun puisse comprendre la situation du handicap, la situation des personnes vivant avec un handicap, mais aussi surtout de voir comment on pourrait donner un contenu beaucoup plus civilisé à la situation de personnes avec un handicap en Côte d'Ivoire. À l'issue du séminaire, des recommandations ont été adoptées à l'endroit du gouvernement, notamment pour faciliter le déplacement des personnes en situation de handicap et leur insertion professionnelle. Il faut ajouter à cela le plaidoyer des séminaristes pour la ratification du protocole facultatif sur les droits des personnes en situation de handicap. La ville de Bouaké commémore la 14e journée mondiale de la sécurité et de la santé au travail et en même temps la 20e journée africaine de la prévention des risques professionnels. Plus de 300 participants venus de 55 entreprises ont travaillé pour faire des propositions. Elles visent entre autres la réduction des accidents professionnels et la promotion de la sécurité et de la santé au travail. Soro Corona et Kader Sogodogo. Selon les statistiques du BIT, Bureau international du travail, toutes les 15 secondes, 160 travailleurs sont victimes d'un accident de travail. Toutes les 15 secondes, un travailleur meurt des suites d'un accident ou d'une maladie liée au travail dans le monde.
En Côte d'Ivoire, plus de 6 000 accidents de travail et 29 maladies professionnelles indemnisables ont été déclarés et reconnus par la Caisse nationale de prévoyance sociale, CNPS, en 2015. Les choses commencent à évoluer avec une prise en charge très importante du ministère en charge du travail, conduite par le ministre Moussa Dosso. Il y a de nombreux textes de loi qui ont été pris qui améliorent la santé et sécurité au travail. Pour prendre des mesures urgentes afin de réduire les accidents professionnels et promouvoir la sécurité et la santé au travail, des journées sont initiées. Journée mondiale de la sécurité et de la santé au travail et la journée africaine de la prévention des risques professionnels. Ces deux journées ont été commémorées à Boaké. Occasion pour les participants de relever les forces et les faiblesses des réformes, les nouvelles orientations pour la promotion de la sécurité et de la santé au travail et l'harmonisation des documents élaborés. Boaké a permis donc de traiter des questions qui intéressaient l'intérieur du pays, notamment les questions relatives à l'installation des comités de santé et sécurité au travail, la prise en compte de la dynamique de la santé et sécurité au travail. La commémoration de la Journée mondiale de la sécurité et de la santé au travail et la Journée africaine de la prévention des risques professionnels a réuni plus de 300 participants issus de 55 entreprises. La Journée mondiale sans plastique a été commémorée hier dimanche 3 juillet. Le plastique, un véritable danger pour l'environnement, il met 100 à 150 ans pour se désintégrer. En Côte d'Ivoire, son usage est interdit depuis novembre 2013, mais le constat sur le terrain est tout autre. Issa Yeo et Paresse se reconnaît. L'utilisation des sacs plastiques ou sachets est un véritable problème environnemental sur la planète. 1 million de sacs plastiques sont utilisés aujourd'hui par minute dans ce monde. En Côte d'Ivoire, les sachets sont utilisés dans tous les ménages. À notre jour de maintenant, c'est des sachets qui font que même notre bagage dedans pour aller on quitte au marché pour aller faire nos achats partout où on passe. Fon Emmanuel est chauffeur d'un véhicule de transport en commun appelé communément Baka. Il affirme utiliser les sachets d'eau vendus aux différents carrefours de la capitale parce qu'ils sont à portée des mains. Nous, on est sur direction. Bon, on ne peut pas descendre de la voiture pour aller payer des bouteilles d'eau. Bon, on est obligé de payer avec des petits qui vendent au feu parce qu'on ne peut pas descendre pour aller acheter de l'eau à la boutique. Donc il suffit de peut-être si on peut avoir d'autres moyens pour pouvoir s'en sortir, bon, ça nous fait plaisir. J'avais soif, donc j'ai payé un sachet d'eau pour boire. C'est 50 francs, alors qu'elle est en pot, en pièce, c'est 100 francs. Ça, c'est plus pratique, c'est plus moins cher. Les sacs plastiques constituent un véritable enjeu économique permettant aux commerçants de faire de bonnes affaires. Je vends les sachets pour nourrir ma famille. Je sais que la vente de ces sachets est interdite, mais je n'ai pas le choix. Aujourd'hui, c'est un commerce qui me permet de gagner un peu d'argent pour m'occuper de la famille, surtout que mon mari ne travaille plus. Malgré cette embellie financière pour les commerçants, la prolifération des sachets plastiques et surtout leur abandon dans les rues constitue un véritable danger pour l'environnement. D'où l'interdiction en novembre 2013 de leur usage par l'État de Côte d'Ivoire. Une mesure saluée par Bakayoko Limata. Interdire la sachet là, c'est une bonne chose parce que le sac, c'est un peu durable, c'est économique. Tu pèses ça là, ça peut faire un mois avec toi. Le sachet aussi, 1, 2, 3, tu passes, ça se déchire. Moi, je pense que le sac est mieux. C'est vrai que les chassés là, ça salit. Les sacs là, si on peut faire gros comme ça, 100 francs moins cher pour qu'on puisse payer aussi. Là, ça va nous arranger. Quand tu as payé 200 là, c'est petit, tout tes bagages ne peuvent pas rentrer dedans. Ceux qui fabriquent ne font plus. Ceux qui payent pour vendre ne vont plus vendre. Et la vie ne serait pas salie. Mais si on laisse toujours les gens fabriquer, les chercher, les gens vont partir payer. Et nous, les consommateurs, on va payer pour utiliser. Et puis la vie sera sale. En dépit de cette interdiction, les sachets plastiques sont toujours utilisés par la population. Beaucoup d'usagers considèrent que c'est un mal nécessaire. Il reste maintenant aux autorités de trouver des mesures palliatives afin de faire appliquer la loi dans toute sa rigueur. La Croix-Rouge de Côte d'Ivoire a offert 6 moulins à 6 associations de femmes dans le département de Bandoukou. C'est un projet pour aider ces femmes à se prendre en charge à travers des activités génératrices de revenus. Norbert Seyi et Chantal Akandan. Ce don de la Croix-Rouge s'inscrit dans le projet Premier Secours et Santé à base communautaire, PSS-BC. C'est un projet financé par la Croix-Rouge finlandaise. On peut donner l'appui technique, on peut donner l'appui financier, mais s'il n'a pas d'engagement de communauté et engagement de comité local de Croix-Rouge et les volontaires,
il n'a pas de pochette. Son objectif est de contribuer à la réduction de la morbidité et à la mortalité engendrée par des problèmes de santé publique et de catastrophes. Ce projet vise également à renforcer les capacités en vue d'apporter un mieux-être aux communautés cibles, d'où ce don de 6 moulins à 6 associations de femmes du département de Bondoukou. Après donc cette phase pilote, le PSSBC demeure toujours dans le Gontougo avec un nouveau cycle de projets et de nouveaux villages. Ce que nous attendons de nos populations, c'est leur engagement et leur participation effective pour la réussite de cette phase de pérennisation. Le projet Premier Secours et Santé à base communautaire est créé par la Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. Le porte-parole des bénéficiaires, le chef du village de Ouelekei, Tolé Sie Kobenan, a exprimé leur infinie gratitude aux donateurs, prenant l'engagement de faire bon usage du matériel mis à leur disposition pour l'amélioration des conditions de vie des populations, notamment des femmes. Les petits moulins existent dans la plupart de nos marchés. Ils rendent bien de service aux ménagères qui vont y faire broyer les aliments aux fins de la cuisine. Mais un point faible, et pas des moindres, l'hygiène qui fait défaut dans la plupart de ces petits moulins. Perpétue Pont et Ami Koulibaly en ont visité quelques-uns. Tomates, oignons, choux, pour ne citer que ces produits, passent très souvent à la transformation avant de se retrouver dans nos assiettes. Cette transformation se fait à partir du petit moulin. Oui, c'est pour faire la nourriture de la maison. Quand j'ai besoin de faire les sauces tomates, je viens piler au marché. Après avoir fini de découper les oreilles, mettre dans le limonco, ils mettent dans la machine et puis ils pilent. Comme c'est le mois de carême. Donc, il faut un peu de tout à la maison, un peu de jus. Une activité juteuse qui, bien menée, rapporte des bénéfices aux commerçants. Depuis 80, c'est tout là pour le travail. Là. Ça me nourrit bien. Avant même, comme on n'est pas nombreux, ça marche bien. On peut avoir 4 000 ventes par jour, 5 000 ventes par jour. En tout cas, on ne demande pas à quelqu'un pour manger, mais toi-même tu t'aides. Il y a des jours tu t'en sors, il y a des jours tu t'en sors pas. C'est comme ça le commerce. Oui, ça nourrit son homme. C'est bon. Il y a 5 000, 6 000 voilà, par jour. Les problèmes que nous rencontrons, le plus souvent, c'est les piments. Hein, donc ça rentre, ça tombe dans les yeux, ça brûle. Et souvent aussi les bras, aussi, ça brûle. Tôt le matin, ménagères et vendeuses viennent faire broyer leurs aliments. Pour ces dernières, les petits moulins leur facilitent la tâche. Je viens piler au marché parce que je n'ai pas de mixeur. Quand je crasse sur le caillou, le grain de sable rentre dans la sauce. Donc je préfère venir piler au marché à un prix qui est abordable. Comme les deux sont chers, quand tu écrases ça devient beaucoup. Et puis quand tu écrases là, c'est doux que par rapport à écraser. Toi-même tu écrases à la maison, là, c'est pas trop comme pour la machine. Quand il n'y a pas d'odeur dessus. Ça fait ça, il plie ici chaque jour. Il est propre. Parce que même quand on vient, il ne veut pas qu'on salisse son coin. Pour ces femmes, tout semble propre. Pourtant, la réalité est tout autre. L'environnement où se déroule cette activité est mal entretenu. Boue, ordures, eau usée côtoient ces petits moulins. Si les ménagères vantent les qualités de ces petits moulins, les vendeuses d'Atiéké, elles, préfèrent écraser leurs ingrédients à la maison. Et pour cause. Ça ne me plaît pas. C'est ça que moi-même j'ai fait là. Dans le marché, il y a d'autres qui prennent piment pourri pour aller écraser. Mais pour toi, tu as pris bon là. Même chose qu'elle, on a écrasé là. Ça peut rentrer dans pour toi là. C'est ça que j'ai fait pour moi là à part. Pour la machine là même, moi-même je ne fais pas ça. Et puis là, elle a mis le piment frais. Puis ça a plu à mes clients. Voilà pourquoi je suis restée sur ça. Les petits moulins rendent bien des services, mais pour préserver la santé des consommateurs, un point d'honneur doit être accordé à l'hygiène. L'ONG Côte d'Ivoire Solidarité a offert des vivres et des non-vivres à 500 femmes de la ville de Gagnoa. Elles ont en outre reçu un appui financier pour démarrer des activités et se prendre en charge. Mamadou Kouassi. Véritable soulagement pour ces veuves et orphelines de la ville de Gagnoa. Au nombre de 500 environ, ils bénéficient tous de l'assistance de l'ONG Côte d'Ivoire Solidarité. Cette structure caritative remet à chacune de ces veuves un kit alimentaire constitué essentiellement de riz, de l'huile et des boîtes de conserve ainsi que des non-vivres, à savoir du savon, des pagnes et des chaussures.
Le clou de cette action sociale menée par Aimé Monoko, président de l'ONG Côte d'Ivoire Solidarité, les enveloppes en signe de soutien financier pour les activités génératrices de revenus. Aimé Monoko et ses camarades veulent accompagner ces veuves de Gagnoa à être autonomes financièrement afin de subvenir aux besoins de leurs différentes familles. Pour lui, cet appui financier d'un montant de 1 million de francs CFA permettra à chacune de ces veuves de réaliser une activité économique. Les bénéficiaires ont exprimé leur gratitude à l'ONG Côte d'Ivoire Solidarité. Les guides religieux ont salué le geste d'Aimé Monoko et ses camarades. Ils souhaitent que ce genre d'activité se répète régulièrement afin de sortir les veuves et les orphelins de la précarité. L'étape de Gagnoa constitue la 8e de la caravane initiée par l'ONG Côte d'Ivoire Solidarité depuis sa création en 2010. Une caravane pour apporter assistance aux veuves et orphelins de la Côte d'Ivoire. À Toumoudi, zone centre de la Côte d'Ivoire, 309 personnes ont reçu leur jugement supplétif grâce à l'ONG Don d'Amour. Ces personnes peuvent désormais utiliser ce document pour faire valoir ce que de droit. Chantal Akando. Les départements de Toumoudi et de Djekanou comptent 6 sous-préfectures. Dans ces départements, plus de 2400 personnes sont sans extrait de naissance. Aujourd'hui, 309 personnes viennent de recevoir leur jugement supplétif grâce à l'ONG Don d'Amour. Ces personnes ont rempli toutes les formalités d'usage afin de bénéficier gratuitement de cette action. Donation Fayet, chef de projet d'audience foraine à l'ONG Don d'Amour, a appelé les populations de Toumoudi encore hésitantes à se hâter afin de profiter de cette opportunité qui leur est offerte, avec l'appui de la sous-préfecture de Toumoudi et la caution du tribunal. Le juge Essis Mélès, représentant le président du tribunal, a exhorté tous ceux qui n'ont pas de papier à se rendre auprès du tribunal, au lieu d'emprunter des voies détournées. Le juge a indiqué que la loi donne 3 mois pour déclarer les enfants. Il a donc conseillé aux populations de prendre des précautions afin d'éviter d'être des sans-papiers. Inès Yamafo, sous-préfet de Toumoudi, a félicité tous ceux qui, après les audiences foraines, ont tenu à aller jusqu'au bout du processus, ce qui leur permet aujourd'hui d'avoir des jugements supplétifs. La Côte d'Ivoire va abriter la conférence internationale sur le sida et les IST. Ce sera en décembre 2017. La ministre de la Santé annonce l'arrivée de 10 000 délégués issus de 152 pays. Elle se félicite des efforts accomplis par le gouvernement pour la réduction du taux de prévalence du VIH estimé aujourd'hui à 3,7%. Franck Wadio. Réduire la prévalence du sida en Côte d'Ivoire à 1% à l'horizon 2020. C'est le défi affiché par les autorités ivoiriennes. La pandémie en Côte d'Ivoire touche environ 400 000 personnes, dont 42 000 enfants. Nous sommes passés de 12% à 5%, de 5% nous sommes passés à 4 et quelques %. Et selon l'enquête démographique et de santé, depuis 2012, cette enquête nous donne la prévalence de 3,7 pour la Côte d'Ivoire. Nous aurons une enquête entre 2017 et 2018. Pour le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, il faut accentuer la lutte, d'où l'implication de la communauté internationale. C'est pour cette raison que la Côte d'Ivoire a postulé et obtenu auprès de la Société africaine anti-sida l'organisation de la 19e conférence internationale sur le sida et les IST en Afrique, ICAS, qui aura lieu du 4 au 9 décembre 2017. Cette conférence qui va se tenir en Côte d'Ivoire sera donc une plateforme d'échange et un carrefour de rencontres de 5 000 à 10 000 délégués provenant de 152 pays. Ces délégués seront composés de représentants de gouvernements. Cheville ouvrière de cette conférence périodique, la Société africaine anti-sida donne ainsi l'opportunité à la Côte d'Ivoire de partager son expérience, mais surtout de bénéficier de l'expertise mondiale et catalyser le temps de la conférence et même au-delà les méthodes de lutte, les partenariats techniques et financiers, les nouveaux remèdes et stratégies pour mieux vaincre la maladie. Satisfaction donc pour le docteur Iyab Ahmed, président de la Société africaine anti-sida, qui n'a pas manqué lors de la signature de convention entre les deux parties de féliciter les autorités sanitaires ivoiriennes. Notons que la Côte d'Ivoire n'est pas la première organisation de ce salon. Abidjan l'a déjà abrité en 1997.
Lutte contre la pauvreté et l'insécurité dans l'espace UEMOA. L'Union économique et monétaire ouest-africaine lance 6 projets socioculturels d'un montant de 247 millions de francs CFA. Les bénéficiaires seront essentiellement les populations des zones frontalières. Mamadou Kouassi. Ce sont 6 projets communautaires qui ont été retenus pour cette phase pilote du programme de développement transfrontalier de l'espace UEMOA. Des projets socio-économiques et culturels pour renforcer la cohésion ainsi que la sécurité au niveau des frontières, mais aussi pour sortir les populations de la précarité. Nous allons partager avec la région voisine du Mali, qui est la région de Sikasso. Il s'agit d'un projet d'apiculture de 500 ruches pour pouvoir en tout cas valoriser et moderniser, pérenniser la production de miel dans les 2 régions. C'est-à-dire les collectivités du Mali, du Niger et du Burkina Faso. C'est l'élevage qui est l'activité primordiale des populations de cette zone-là. Nous avons pensé de disponibiliser l'aliment concentré de bétail dans cette zone pour toutes les collectivités du Grand Sahel. D'un montant de 247 millions de francs CFA, ces projets seront entièrement financés par la commission de l'UEMOA. Et pour cette phase pilote, ce sont le Niger, le Bénin, le Togo, le Mali, le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire qui ont été retenus. L'objectif recherché à travers ces micro-projets, c'est d'essayer de voir comment accompagner les collectivités locales à partir de micro-projets pour qu'elles arrivent à mettre en œuvre des activités qui ont des impacts sur le plan économique et social. Ces différents projets proposés s'inscrivent dans le vaste programme de coopération transfrontalière estimé à plus de 112 milliards de francs CFA. Après la phase pilote qui démarre avec des activités génératrices de revenus pour les populations, l'UEMOA, à travers le Conseil des collectivités territoriales, va engager le processus de réalisation d'infrastructures communes au bénéfice des populations vivant le long des frontières des pays de l'espace UEMOA. Ramadan 2016, c'est le dernier virage pour les musulmans qui en sont à leur 29e jour de jeûne. Le Conseil supérieur des imams COSIM a redistribué aux ONG et associations musulmanes les dons qu'elle a reçus au cours de ce mois. Ce sont des dons composés essentiellement de riz, de sucre, de pâtes alimentaires et de lait. Herman Yamia. Des sacs de riz, des cartons de lait, de sucre et de pâtes alimentaires offerts au Conseil supérieur des imams pour ce mois de Ramadan. Les généreux donateurs sont la présidence, la primature, le district d'Abidjan et les institutions. Ces dons ont été redistribués ce week-end aux ONG et associations musulmanes. Au nom du Cheikh Lahima, qui nous charge aujourd'hui vraiment de faire face à ces structures, ces associations, ces ONG, vraiment qui luttent dans l'humanité. Donc pour qu'on puisse quand même à notre niveau vraiment faire ces dons pour qu'eux à leur tour puissent quand même atteindre les cibles. Puisque nos cibles, ce sont ces pauvres-là, ces nécessités qui doivent quand même jeûner pendant ce mois de Ramadan, qui doivent à travers ces dons-là, pourront quand même passer un bon mois de Ramadan, Inch'Allah. Débuté le 6 juin dernier, le mois de Ramadan est un moment de pénitence et de partage. C'est la période où le Coran a été révélé au prophète de l'islam, d'où l'importance de cette période. Ce mois prendra fin selon le calendrier lunaire. 29e jour donc de jeûne aujourd'hui. Les musulmans seront fixés ce soir sur la date de la fin de cette période de jeûne et de pénitence. Intéressons-nous à la dédicace d'une œuvre qui traite de développement. Les enjeux culturels du développement, écrit par un expert du Bénin, Ludovic Ipou. Il s'agit dans ce livre d'expériences et de stratégies à mettre en place pour faire de la culture un moteur de croissance. Éric Goré. L'ouvrage « Les enjeux culturels du développement » est un essai de 160 pages de Ludovic Ipou, conseiller technique au Bureau national d'études techniques et développement Bénin. Cet ouvrage vient combler un vide car il essaie de mettre en exergue certains aspects du développement et propose des pistes de solutions. Il fait la promotion des idées qui sont élaborées au Bénin et que nous avons le devoir de diffuser des idées nouvelles. Parce que notre rôle dans le domaine du développement, c'est d'impacter notre environnement. Et donc, lorsque nous élaborons ces idées, si ces idées restent au Bénin, il est évident que ces idées ne peuvent pas avoir d'impact. Ce livre est un guide pour les acteurs de développement. Ce livre, effectivement, est un appui
inestimable effectivement pour savoir comment on peut apporter effectivement le développement dans le domaine de la culture. Comment avec la culture peut être un secteur de cohésion sociale, de réconciliation et de développement, source-développement. Voilà un outil important aujourd'hui qu'il faut vraiment exploiter dans le cadre effectivement des sachants pour le développement effectivement de l'émergence de la Côte d'Ivoire. Le livre Les enjeux culturels du développement est composé de 3 grands chapitres. L'ouvrage met en évidence les valeurs défendues par le Bénin. Il était à l'origine une note, puis un rapport, avant de devenir un livre. Toujours dans l'univers du livre, ce sont 30 ouvrages qui viennent d'être dédicacés. C'était lors d'une rencontre de réflexion autour du livre initiée par les nouvelles éditions Balafon. Au titre des recommandations, les panélistes ont demandé aux écrivains de tenir compte des réalités de leur environnement immédiat. Issa Yeo et Paresse reconnaît. Une journée de réflexion sur la littérature ivoirienne. Cette initiative des nouvelles éditions Balafon a été l'occasion pour beaucoup d'écrivains de donner leurs recettes à travers des communications pour la bonne marche de la littérature ivoirienne. Les auteurs s'inspirent généralement du vécu quotidien. Nous sortons de crise. Alors beaucoup d'auteurs, comme moi notamment, ont longuement réfléchi et planché sur la différentes crises que nous avons traversées pendant près d'une décennie, sinon plus. Et maintenant, l'ère est à la reconstruction, l'ère est au rassemblement. Voilà, ce sont les nouveaux thèmes qui nous inspirent. Et c'est vers cela que nous allons, parce que nous voulons dire à nos frères qu'il est le temps de se réconcilier. Le lecteur doit se retrouver à travers les personnages qui se retrouvent dans les livres. Si vous parlez d'un personnage qui est sur la neige en Europe, mais le lecteur ivoirien est très loin de la réalité. Or, si vous parlez par exemple d'un personnage qui est dans un campement africain, dans un village africain, dans un quartier précaire africain, dans une ville africaine, le lecteur va se retrouver. Aujourd'hui, la littérature ivoirienne foisonne en publication. Une bonne chose pour un nouveau type d'ivoirien que l'on veut bâtir. L'ivoirien nouveau, c'est celui qui va vers la connaissance. Or, aller vers la connaissance, il faut bien aller avec une méthode. Et la méthode littéraire est un moyen pour permettre aux gens d'acquérir la connaissance. Nous avons des centaines de manuscrits qui attendent. Les Ivoiriens ont beaucoup à partager. Et il était important pour nous donc de donner la chance à ceux qui avaient des savoirs à partager. Cette journée de réflexion sur la littérature ivoirienne a permis à une trentaine d'écrivains de faire la dédicace de leurs œuvres. En Afrique du Sud, Oscar Pistorius devrait être fixé ce mercredi sur sa peine de prison. Il avait été condamné en première instance à 5 ans pour homicide involontaire suite au meurtre en 2013 de sa petite amie Riva Steenkamp. Après l'appel du parquet, les faits ont été requalifiés en meurtre. Il risque une peine minimale de 15 ans. Debout sur ses moignons nus devant la cour, c'est l'image qui va rester de la chute d'Oscar Pistorius, de star mondial de l'athlétisme au criminel humilié. L'ancien athlète a tué sa petite amie en 2013 en tirant à travers la porte des toilettes. Lors du procès, il avait expliqué l'avoir prise pour un cambrioleur. La juge l'avait condamné à 5 ans de prison pour homicide involontaire, mais la cour d'appel a requalifié son crime en meurtre. Pistorius va donc écoper d'une nouvelle peine et son avocat Barry Roux a tenté de démontrer sa vulnérabilité pour plaider la clémence. L'accusé a perdu tous ses biens, sa carrière est terminée. L'accusé ne pourra jamais reprendre sa carrière. L'accusé s'est lui-même puni et va se punir pour le reste de sa vie, bien plus qu'un tribunal pourrait le faire. Mais le procureur a insisté pour que l'accusé soit condamné à 15 ans de prison, la peine planchée prévue par la loi sud-africaine pour un meurtre. Madame la juge, ce que le tribunal peut faire dans sa décision, c'est faire en sorte que les gens ne se comportent pas comme cet accusé s'est comporté. S'armant, décidant de tirer sur un intrus se trouvant dans la salle de bain, marcher jusqu'à la salle de bain, alors qu'il n'y avait aucun danger pour lui, tirant 4 coups dans une petite cabine. La décision de ce tribunal devrait dissuader les gens d'agir ainsi, Madame la juge. Le procureur a également soutenu que l'athlète déchu n'a pas exprimé de remords sincères et il a appelé le père de la victime à témoigner. Ça a été très difficile pour moi, votre honneur. Très difficile de pardonner. Mais ça ne change rien au fait qu'Oscar doit payer pour ce qu'il a fait. Il doit payer.
Pistorius a déjà purgé 1 an de prison ferme avant d'être assigné à résidence en octobre dans la maison de son oncle. Mercredi soir, il devrait dormir en prison et commencer une peine plus longue, à moins qu'il ne tente un ultime appel pour retarder l'échéance. En sport football Euro 2016, le dernier carré est connu depuis hier. Le Portugal sera face au pays de Galles mercredi et la France va affronter l'Allemagne le jeudi 7 juillet. Et c'est tout pour ce 13h. Merci de rester avec nous sur RTI 1. Très bon après-midi à tous.